Fumée, chapitre 19. Litvinov monta l'escalier de l'hôtel de l'Europe. Une petite fille de 13 ans, avec un espiègle visage de kalmouk, qui évidemment l'épiait, l'arrêta en lui disant en russe « Par ici, je vous prie, Irène Pavlovna viendra tout de suite. » Il la regarda, hésitant. Elle sourit, répéta son invite, l'introduisit dans une petite chambre encombrée de malles située devant l'appartement d'Irène, et s'éclipsa en fermant la porte avec précaution. Litvinov n'avait pas encore eu le temps de se reconnaître que la même porte s'ouvrait brusquement et laissait paraître Irène en robe de bal rose, des perles dans les cheveux et au cou. Elle lui prit les 2 mains et resta quelques secondes sans parler. Ses yeux étincelaient, sa poitrine était haletante, comme si elle venait d'accomplir un effort brutal. « Je n'ai pas pu vous recevoir là-bas, » commença-t-elle à mi-voix. « Nous allons partir sur-le-champ pour un dîner de gala. Je voulais vous voir un instant. C'est votre fiancé avec qui je vous ai rencontré ce matin ?»« Oui, c'était ma fiancée, » répondit Litvinov en appuyant sur le mot « c'était ». « Eh bien, j'ai voulu vous voir 1 minute pour vous dire que vous devez vous considérer comme entièrement libre, que tout ce qui s'est passé hier ne doit pas changer vos résolutions. »« Irène !» s'écria Litvinov. « Pourquoi me dis-tu cela ?» Il prononça ces mots à voix haute. Ils étaient empreints d'une fervente passion. Irène ferma les yeux un instant. « Ah !» continua-t-elle plus bas, mais d'une voix brûlante. Tu ne sais pas combien je t'aime. Hier, je n'ai fait que payer ma dette, réparer ma faute. Je n'ai pu, comme je l'aurais voulu, te donner ma jeunesse, mais je ne t'ai imposé aucune obligation. Je ne t'ai délié d'aucune promesse. Oh, mon ami, fais ce que tu veux. Tu es libre comme l'air. Rien ne te lie à moi, sache-le bien. Mais je ne puis vivre sans toi, Irène, murmura à son tour Litvinov. Je suis à toi pour toujours. Ce n'est qu'à tes pieds que je puis vivre. Il se pencha vers ses mains. Irène regarda sa tête inclinée. Sache alors, dit-elle, que moi aussi je suis prête à tout, que je ne regretterai rien ni personne. Nous ferons ce que tu décideras. Moi aussi je suis à toi. Pour toujours. Quelqu'un frappa discrètement à la porte. Irène se baissa, murmura encore une fois « À toi. Adieu. » Et Litvinov sentit sa respiration passer sur ses cheveux. Quand il se releva, elle n'était déjà plus dans la pièce. Il n'entendit que le frôlement de sa robe dans le corridor. Et Ratmirov, qui criait avec impatience « Eh bien, vous ne venez pas ?» Litvinov s'assit sur une grande malle, et portant ses mains à son visage, il respira un parfum subtil et frais. Irène avait tenu ses mains dans les siennes. « C'en est trop, » pensait-il. La petite fille refit son apparition, et souriant de nouveau en réponse à son regard effaré, elle lui dit « Veuillez sortir à présent, avant que… » Il se leva et quitta l'hôtel. Il lui était impossible de rentrer tout de suite. Il devait reprendre ses sens. Son cœur battait d'une façon lente et irrégulière. La terre semblait onduler sous ses pieds. Litvinov s'engagea dans l'allée de Lichtental. Il comprenait que le moment décisif était arrivé, qu'il n'était plus possible d'ajourner, de se cacher, de recourir à des expédients, qu'une explication avec Tatiana était inévitable. Mais comment l'entamer? Il dit adieu à tout son avenir, si heureusement et si utilement combiné. Il savait qu'il se jetait la tête en avant dans un précipice, et ce n'était pourtant pas cela qui le troublait. Sa décision était prise, mais comment la présenter à son juge? Et si réellement il avait eu affaire à un juge, à un ange portant un glaive de feu,
son cœur criminel l'aurait accepté peut-être. Mais il lui fallait enfoncer lui-même le couteau. C'était affreux. Il pouvait encore retourner en arrière, profiter de la liberté qu'on lui offrait. Mais non, il préférait 1000 fois la mort. La liberté. À quoi bon cette odieuse liberté? Plutôt se précipiter, s'anéantir dans la poussière, pourvu que ses yeux s'abaissassent sur lui avec amour. Grégoire Mikhaélitch, dit une voix lugubre, et une main s'appuya lourdement sur son épaule. Il se retourna, effrayé, et reconnut Potouguine. « Excusez-moi, Grégoire Mikhaélitch, » commença celui-ci avec son habituelle grimace. « Je vous dérange peut-être, mais vous voyant de loin, j'ai pensé... Du reste, si vous avez autre chose à faire... »« Au contraire, je suis ravi, » articula Litvinov. Potouguine se mit à marcher à côté de lui. « Quelle belle soirée !» poursuivit-il. « Comme il fait chaud. Vous vous promenez depuis longtemps ?»« Non, à vrai dire. »« Mais, que dis-je, je vous ai vu sortir de l'hôtel de l'Europe. »« Vous me suiviez ?»« Oui. »« Vous avez quelque chose à me communiquer ?»« Oui. » répéta Potouguine, mais si bas qu'on l'entendit à peine. Litvinov s'arrêta et toisa des pieds à la tête cet interlocuteur qui s'imposait à lui. Son visage était blême, son regard vague. Une douleur très ancienne semblait reparaître sur ses traits flétris. « Qu'avez-vous au juste à me dire ?» dit lentement Litvinov en reprenant son chemin. « Eh bien, permettez, tout de suite. Si cela ne vous fait rien, établissons-nous sur ce banc, ce sera plus commode. »« C'est donc quelque chose de bien mystérieux, » dit Litvinov en prenant place à côté de lui. « Vous n'êtes pas dans votre état ordinaire, Sozont Ivanitch. »« Non, je n'ai rien, et je n'ai rien de mystérieux à vous dire. Je voulais seulement vous confier l'impression que m'a faite votre fiancé, car cette demoiselle avec laquelle vous m'avez fait faire connaissance aujourd'hui est, n'est-ce pas, votre fiancée. Je dois avouer que je n'ai jamais rencontré dans tout le cours de ma vie un être plus sympathique. C'est un cœur d'or, une âme angélique. » Potouguine prononça ces paroles d'un air amer et triste, de sorte que Litvinov lui-même remarqua l'étrange contradiction qu'il y avait entre son visage et les propos qu'il tenait. « Vous jugez parfaitement Tatiana Petrovna, dit-il, mais j'ai lieu d'être surpris. D'abord, que vous soyez si bien informé de mes relations avec elle, puis que vous l'ayez si promptement deviné. Elle a en effet un cœur d'or, mais permettez-moi de vous demander si c'est bien de cela que vous vouliez me parler. » « Il est impossible de ne pas la comprendre tout de suite, » se hâta de dire Potouguine, voulant vraisemblablement éviter de répondre à la dernière question. « Il n'y a pour cela qu'à la regarder une fois dans les yeux. Elle mérite tout le bonheur possible. Enviable est le sort de l'homme destiné à le lui procurer. Il faut espérer qu'il parvienne à s'en rendre digne. » Litvinov fronça légèrement le sourcil. « Permettez, Sozont Ivanitch, je trouve notre entretien assez étrange. Pourrais-je savoir si l'allusion que contiennent vos dernières paroles se rapporte à moi ?» Potouguine ne se pressa pas de répondre à Litvinov. Il était évident qu'il luttait avec lui-même. « Grégoire Mikhaélitch, dit-il enfin, si je ne me suis pas complètement trompé sur votre compte, vous êtes capable d'entendre la vérité d'où qu'elle vienne, si pénible soit-elle. Je viens de vous dire que j'ai vu d'où vous sortiez. »« Eh bien, oui, de l'hôtel de l'Europe. Et après ?»« Je sais qui vous avez vu, là. »« Eh bien, j'ai été chez madame Ratmirov. Et alors ?»« Et alors ? Vous êtes fiancé à Tatiana Petrovna, et vous avez vu madame Ratmirov que vous aimez, et qui vous aime. »
Litvinov se leva d'un bond. Le sang lui monta au visage. « Mais qu'est-ce que cela signifie » dit-il d'une voix sourde et irritée. « C'est une mauvaise plaisanterie? De l'espionnage? Veuillez vous expliquer. » Potouguine lui jeta un regard morne. « Que mes paroles ne vous offensent pas, Grégoire Mikhaïlitch. Quant à moi, vous ne sauriez me blesser, et je n'ai pas l'esprit à la plaisanterie. »« C'est possible, c'est possible. Je suis prêt à ajouter foi à la pureté de vos intentions. J'aimerais toutefois vous demander de quel droit vous vous mêlez des affaires intimes, de la vie sentimentale d'un étranger, et pour quelle raison vous présentez avec tant d'assurance votre invention comme la vérité. » »« Mon invention ? Si j'avais inventé cela, vous ne vous seriez pas fâché. Quant à ce que vous appelez le droit, je n'ai encore jamais entendu qu'un homme se soit posé la question de son droit à tendre la main à celui qui se noie. Je suis excessivement touché de votre intérêt, interrompit avec vivacité Litvinov, mais je n'en ai nullement besoin. Et toutes ces phrases sur la ruine dans laquelle les femmes entraînent les jeunes gens inexpérimentés, sur l'immoralité du grand monde, etc., je ne les considère que comme des phrases, et les méprise même en un certain sens. C'est pourquoi je vous prie de ne pas fatiguer votre bras libérateur, et de me permettre de me noyer en paix. Potouguine leva de nouveau les yeux sur Litvinov. Il respirait péniblement, ses lèvres tremblaient. « Mais regardez-moi donc, jeune homme, » finit-il par dire en se frappant la poitrine. « Ai-je l'air d'un pédant moraliste, d'un prédicateur ? Ne comprenez-vous pas que ce n'est pas ma sympathie pour vous, quelque profonde qu'elle puisse être, qui m'a poussé à vous parler ainsi, quitte à être soupçonné de ce qui me répugne le plus au monde, l'indiscrétion et l'impertinence. Ne voyez-vous pas qu'ici l'affaire est d'un tout autre genre, que vous avez devant vous un homme brisé, détruit, irrémédiablement anéanti, par le même sentiment dont il cherche à vous préserver, et par la même femme. » Litvinov fit un pas en arrière. « Est-ce possible ? Qu'avez-vous dit ? Vous ? Vous, Sozont Ivanitch ? Mais Madame Bielski et cet enfant ? Ah, ne m'interrogez pas. C'est une sombre, une effrayante histoire que je n'entreprendrai pas de vous raconter. Je n'ai presque pas connu Madame Bielski. Cet enfant n'est pas à moi. J'ai tout pris sur moi parce qu'elle l'a voulu, parce que cela lui était nécessaire. Serais-je sans elle dans votre insupportable Baden ? Enfin, avez-vous pu croire, avez-vous pu un moment vous figurer que ce n'est que par sympathie pour vous que je me suis décidé à vous avertir ? Je plains cette bonne, cette jolie jeune fille, votre fiancée. À tout prendre, que me fait à moi votre avenir ? Mais je crains pour elle. J'ai peur pour elle. »« Vous me faites beaucoup d'honneur, monsieur Potouguine, » dit Litvinov. « Mais comme, d'après vos propres paroles, nous nous trouvons dans une position identique, pourquoi ne pas vous appliquer à vous-même vos beaux préceptes ? Ne dois-je pas attribuer vos alarmes à un autre sentiment ? » ?»« C'est-à-dire à la jalousie ? Ah, jeune homme, vous devriez avoir honte de finasser. Vous devriez avoir honte de ne pas comprendre l'amère douleur qui parle maintenant par ma bouche. Non, nous ne sommes pas dans une position identique. Moi, un vieil original, ridicule, inoffensif. Et vous ? Mais qu'y a-t-il là à discuter ? Vous ne consentiriez pas à prendre pour une seconde le rôle que je joue, et que je joue avec reconnaissance. De la jalousie. Celui qui n'a pas une ombre d'espoir n'est pas jaloux, et ce n'est pas à présent que je commencerai à éprouver ce sentiment. J'ai uniquement peur pour elle, comprenez cela. Et pouvais-je m'attendre, lorsqu'elle m'a envoyé vous chercher, que le sentiment de ce qu'elle a nommé sa faute l'entraînerait si loin ?
Mais permettez, souzont Ivanitch, vous semblez savoir... Je ne sais rien, et je sais tout. Je sais, ajouta-t-il en se détournant. Je sais où elle a été hier. On ne peut plus l'arrêter. C'est une pierre qui roule jusqu'au fond. J'ai été insensé d'imaginer que mes paroles pouvaient vous retenir. Vous, auquel une telle femme... Mais finissons-en. Je n'ai pas pu me maîtriser, voilà toute mon excuse. Puis, comment savoir, et pourquoi ne pas essayer? Peut-être réfléchirez-vous, peut-être une de mes paroles trouvera-t-elle un écho en votre âme. Peut-être reculerez-vous à l'idée de vous perdre, de la perdre, elle, ainsi que votre fiancée innocente, si aimable. Ah, ne vous irritez pas, ne frappez pas du pied. Qu'ai-je besoin d'avoir peur et de prendre des précautions? Ce n'est ni la jalousie ni le dépit qui parlent en moi. Je suis prêt à tomber à vos genoux, à vous supplier. Du reste, adieu. Soyez sans inquiétude, tout cela demeurera entre nous. Je vous ai voulu du bien. Potougine prit l'allée et disparut bientôt dans l'obscurité. Litvinov ne chercha pas à le retenir. « Mon histoire est effrayante et obscure », avait dit Potougine à Litvinov, et il s'était refusé à la raconter. Disons-la en 2 mots. 8 ans auparavant, son service l'avait attaché temporairement à la personne du comte Reisenbach. C'était l'été. Potougine apportait des papiers à sa maison de campagne et y passait des journées entières. Irène demeurait alors chez le comte. Elle n'était pas hautaine avec ses inférieurs. Plus d'une fois la comtesse lui avait reproché sa familiarité inconvenante, toute moscovite. Irène devina promptement l'homme d'esprit dans ce modeste employé revêtu d'un frac boutonné jusqu'au menton. Souvent et volontiers elle causait avec lui, et lui se prit pour elle d'une passion profonde, secrète. Il se l'imaginait. L'été écoulé, le comte n'eut plus besoin d'auxiliaire. Potougine perdit de vue Irène, mais il ne put l'oublier. 3 ans après, une dame qu'il connaissait très peu l'engagea à venir la trouver. Cette dame, après 1000 circonlocutions et après lui avoir fait jurer qu'il garderait le silence sur ce qu'elle allait lui révéler, lui proposa d'épouser une personne d'une situation élevée pour laquelle le mariage était devenu une nécessité. Elle n'osa presque pas faire allusion au personnage principal de l'histoire, mais promit à Potougine de l'argent, beaucoup d'argent. Potougine ne s'offensa point, la surprise étouffait sa colère, mais naturellement il refusa tout net. La négociatrice lui remit alors un billet d'Irène. « Vous êtes un homme loyal et bon, » écrivait-elle. « Je sais que vous ferez tout pour moi. Je vous demande ce sacrifice. Vous sauverez un être qui m'est cher. En le sauvant, vous me sauverez également. Ne m'interrogez pas là-dessus. Il n'y a personne à qui je me serais décidé à faire pareille demande. Mais à vous, je vous tends la main et vous dis « Faites cela pour moi. » Potougine réfléchit et déclara qu'en effet il était capable de faire beaucoup pour Irène Pavlovna, mais qu'il aimerait à l'entendre exprimer son désir de vive voix. L'entrevue eut lieu le soir même. Elle ne se prolongea pas longtemps et ne fut connue que de cette dame. Irène ne demeurait déjà plus chez le comte Reisenbach. « Pourquoi vous êtes-vous souvenu de moi ?» lui demanda Potougine. Elle commença à s'étendre sur ses solides qualités, puis s'interrompit brusquement. « Non, dit-elle, je ne saurais vous cacher la vérité. Je savais, je sais que vous m'aimez. Voilà pourquoi je me suis décidée. » Alors elle lui raconta tout. Élise Bielski était orpheline. Sa famille ne l'aimait pas et comptait sur son héritage. Elle était perdue. Potougine regarda longtemps Irène en silence et consentit.
Elle fondit en larmes, se jeta à son cou. Lui pleurait aussi, mais leurs larmes étaient différentes. Les préparatifs pour une union secrète avaient été lancés. Une main puissante avait écarté tous les obstacles, lorsqu'une maladie se déclara. Une fille vint au monde, et la mère s'empoisonna. Que faire de l'enfant? Potugin la prit sous sa tutelle, des mains d'Irène. Histoire terrible, effrayante. Passons, lecteur, passons. Une heure s'écoula avant que Litvinov eût décidé de rentrer à son hôtel. Il s'en approchait lorsqu'il entendit tout à coup marcher derrière lui. Quelqu'un paraissait le suivre et hâter le pas quand il marchait plus vite. Arrivé à un réverbère, Litvinov se retourna et reconnut le général Ratmirov. Le général revenait seul du dîner, en cravate blanche, un élégant manteau jeté sur les épaules, une ribambelle de décoration attachée par une chaînette d'or à la boutonnière de son habit. Son regard, directement, impertinemment dirigé sur Litvinov, exprimait un tel mépris, une telle haine, toute sa figure respirait un défi si prononcé, que Litvinov crut de son devoir, faisant un effort sur lui-même, d'aller à sa rencontre, au-devant d'une histoire. Mais, à l'approche de Litvinov, le visage du général se transforma subitement. Sa courtoisie railleuse reparut, et une main couverte d'un gant gris-perle souleva de nouveau un feutre irréprochable. Litvinov ôta son chapeau sans mot dire, et chacun suivit son chemin. « Il se doute de quelque chose, » pensa Litvinov. « Si c'était du moins un autre, » se disait le général. Tatiana jouait au piquet avec sa tante quand Litvinov entra dans leur chambre. « Tu es joli, mon petit père !» s'écria Kapitoline Markovna en jetant les cartes sur la table. « Te voilà disparu dès le premier jour et toute la soirée. Nous avons attendu, puis grogné tant et plus. »« Je n'ai rien dit, tante, » fit observer Tatiana. « Oh, tu es connu pour ta patience. N'avez-vous pas honte, monsieur? Est-ce possible? Pour un fiancé ?» Litvinov s'excusa tant bien que mal et s'approcha de la table. « Pourquoi avez-vous interrompu votre partie ?» demanda-t-il après un court silence. « Quelle question! Nous nous sommes mis à jouer par désœuvrement, ne sachant que faire. Maintenant que vous êtes arrivés... » « Si vous voulez entendre le concert du soir, » interrompit Litvinov, « je vous y conduirai très volontiers. » Kapitoline Markovna consulta sa nièce du coin de l'œil. « Nous irons si vous voulez, tante. Je suis prête, » dit celle-ci. « Mais ne vaut-il pas mieux rester à la maison ? » « Soit, nous boirons le thé à notre manière, à la moscovite, avec un samovar, et nous bavarderons gentiment. Nous n'avons pas encore discuté comme il faut. » Litvinov fit apporter du thé, mais la conversation était malaisée. Il éprouvait un perpétuel remords. Il lui semblait que tout ce qu'il disait n'était que mensonge, et que Tatiana n'en était pas dupe. Aucun changement ne se remarquait en elle. Seulement, son regard ne se posait jamais sur Litvinov, glissant autour de lui avec une sorte de compassion timide, et elle était plus pâle que d'habitude. Kapitoline Markovna lui demanda si elle n'avait pas mal à la tête. Tatiana voulut répondre par la négative. Réflexion faite, elle dit « Oui, un peu. »« Cela tient à la fatigue de la route, » remarqua Litvinov en rougissant de ce qu'il disait. « C'est de la fatigue, » répéta Tatiana, et son regard glissa de nouveau sur lui. « Il faut te reposer, ma petite Tania. »« J'irai bientôt me coucher, tante. » Le guide des voyageurs était sur la table. Litvinov se mit à lire à mi-voix
la description des environs de Baden. « Tout cela est charmant, » interrompit Capitoline Markovna. « Mais voilà ce qu'il ne faut pas oublier. On dit que la toile est ici très bon marché. Il faut en acheter pour le trousseau. » Tatiana baissa les yeux. « Nous aurons le temps, ma tante. Vous ne songez jamais à vous-même, et vous avez absolument besoin d'une robe neuve. Vous voyez comme tout le monde ici est élégant. »« Eh, bon Dieu, à quoi bon? Suis-je une élégante? Ce serait autre chose si j'étais une beauté comme votre ami, Grégoire Mikhaïlitch. Comment l'appelez-vous déjà? »« Quelle amie? »« Celle que nous avons rencontrée ce matin. »« Ah, celle-là, » dit-il avec une insouciance simulée. De nouveau, il se sentit honteux et mal à l'aise. « Non, se dit-il, cela ne peut pas se prolonger. » Il était assis à côté de sa fiancée, et tout près d'elle, dans sa poche de côté, sur son cœur, se trouvait le mouchoir d'Irène. Capitoline Markovna alla 1 minute dans la chambre voisine. « Tania, » dit avec effort Litvinov. C'était la première fois de la journée qu'il l'appelait ainsi. Elle se tourna vers lui. « J'ai quelque chose de grave à vous dire. »« Hein? Vraiment? Quand? Tout de suite? »« Non, demain. »« Ah, demain. C'est fort bien. » Une pitié immense remplit l'âme de Litvinov. Il prit la main de Tatiana et l'approcha de ses lèvres avec componction, comme un coupable. Le cœur de la jeune femme se serra, et ce baiser ne la réjouit point. La nuit, vers 2 heures, Capitoline Markovna, qui couchait dans la même chambre que sa nièce, souleva tout à coup la tête et se releva. « Tania, » dit-elle, « tu pleures ?» Tatiana ne répondit pas tout de suite. « Non, tante, » dit-elle de sa voix candide, « je suis un peu enrhumée. » Chapitre 20. Pourquoi lui ai-je dit cela? Songeait le lendemain matin Litvinov, assis devant la fenêtre de sa chambre. Il haussa les épaules avec dépit. Il avait dit cela à Tatiana précisément pour se couper toute retraite. Il avait en main un billet d'Irène. Elle le priait de venir chez elle à midi. Les paroles de Potouguine lui revenaient sans cesse en mémoire. Elles résonnaient en lui de façon sinistre, quoique faiblement. Elles l'irritaient, et il ne pouvait s'en débarrasser. Quelqu'un frappa à la porte. « Verda ?» demanda Litvinov. « Ah, vous êtes chez vous. Ouvrez !» fit entendre la voix de basse, caverneuse, de Bindasso. Le bouton de la porte s'agita. Litvinov pâlit de colère. « Je ne suis pas à la maison, » dit-il énergiquement. « Comment, vous n'êtes pas à la maison? Qu'est-ce que c'est encore que cette plaisanterie? On vous dit qu'il n'y a personne. Filez. » Voilà qui est aimable. Moi qui étais venu emprunter un peu d'argent, grommela Bindasso. Cependant il s'éloignait en frappant du talon selon son habitude. Litvinov faillit courir après lui. Il lui prenait une envie extrême de tordre le cou à cet insolent. Les événements des derniers jours avaient dérangé ses nerfs. Un peu plus, il aurait pleuré. Il but un verre d'eau froide, ferma à clé, sans motif, tous les tiroirs des armoires, et alla chez Tatiana. Il la trouva seule. Capitoline Markovna était allée faire des emplettes. Tatiana était assise sur un divan, tenant des 2 mains un livre qu'elle ne lisait pas, et dont probablement elle ne savait même pas le titre. Elle ne bougea pas. Son cœur eut seulement de violents soubresauts, et on voyait frémir la collerette blanche qui entourait son cou. Litvinov se troubla. Il s'assit toutefois auprès d'elle, lui dit bonjour avec un sourire qu'elle lui rendit en silence. Elle l'avait salué à son entrée avec plus de politesse que d'amitié, sans le regarder. Il lui tendit la main,
elle lui livra ses doigts glacés, mais les retira aussitôt et reprit son livre. Litvinov sentit qu'il ne ferait que blesser Tatiana en entamant l'entretien par un sujet banal. Comme d'habitude, elle n'exigeait rien, mais tout en elle disait « J'attends, j'attends ». Il fallait accomplir sa promesse. Or, quoiqu'il n'eût pas pensé à autre chose de toute la nuit, il n'avait pas préparé la moindre phrase et ne savait absolument pas comment rompre ce cruel silence. « Tania, commença-t-il enfin, je vous ai dit hier que j'avais à vous communiquer quelque chose de grave. » Adrette, il la tutoyait en tête-à-tête, mais maintenant l'idée ne lui en serait plus venue. « Je suis prêt. Je vous prie seulement de ne pas vous affliger et d'être convaincu que mes sentiments pour vous... » Il s'arrêta. Le courage lui manquait. Tatiana ne bougeait pas, ne le regardait pas, mais elle serrait son livre avec plus de force. « Entre nous, » continua Litvinov sans terminer sa phrase, « a toujours prévalu une complète franchise. Je vous estime trop pour user de ruse avec vous. Je veux vous prouver que je sais apprécier l'élévation et l'indépendance de votre caractère. Et quoique, sans doute... » Grégoire Mikhaïlitch, commença Tatiana d'un ton calme, tandis qu'une pâleur mortelle se répandait sur son visage. « Je viendrai à votre aide. Vous avez cessé de m'aimer, et vous ne savez comment me le dire. » Litvinov tressaillit. « Comment, dit-il à peine distinctement, comment avez-vous pu croire? Je ne comprends vraiment pas. »« Quoi, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai, dites ?» Tatiana se tourna vers lui. Son visage, avec ses cheveux ramenés en arrière, effleura presque le visage de Litvinov, et ses yeux, qui n'étaient pas tombés sur lui depuis si longtemps, plongeaient dans les siens. « N'est-ce pas vrai ?» répéta-t-elle. Il ne dit rien, ne laissa pas échapper le moindre son. Il ne pouvait mentir dans ce moment, même s'il avait été certain qu'elle le croirait et que ce mensonge le sauverait. Il ne pouvait pas même soutenir son regard. Du reste, Tatiana n'avait plus besoin d'une réponse. Son silence était un aveu, qu'elle lisait aussi dans son regard coupable, fuyant. Elle se rejeta en arrière et laissa tomber le livre. Jusqu'à cet instant, elle avait douté, et Litvinov le comprit. Il vit combien était réellement hideux tout ce qu'il avait fait. Il se précipita à ses genoux. « Tatiana, » s'écria-t-il, « si tu savais comme il m'est pénible de te voir dans cette situation, combien je souffre de penser que c'est moi. Mon cœur est brisé, je ne me reconnais pas moi-même. En te perdant, je me suis perdu. Et tout est détruit, Tatiana, tout. Pouvais-je prévoir que je te porterais un tel coup, à toi, ma meilleure amie, mon ange gardien? Pouvais-je prévoir que nous nous retrouverions ainsi, que nous passerions une journée comme celle d'hier? » Tatiana voulut se retirer. Il la retint par le pan de sa robe. « Non, écoute-moi encore une minute. Tu vois, je suis à tes genoux, mais je ne suis pas venue implorer ton pardon. Tu ne peux pas, tu ne dois pas me l'accorder. Je suis venue te dire que ton ami est perdu, qu'il roule dans un abîme et ne veut pas t'entraîner avec lui. Me sauver, non. Toi-même tu ne peux me sauver. Je te repousserai. Je suis perdue, Tania, irrévocablement perdue. » Tatiana regarda Litvinov. « Vous êtes perdu ?» dit-elle, comme si elle ne le comprenait pas bien. « Vous êtes perdu ?»« Oui, Tania, je suis perdue. Tout ce qui a précédé, tout ce qui m'est cher, tout ce qui faisait jusqu'à présent ma vie, est perdu pour moi. Tout est détruit, déchiré, et je ne sais ce qui m'attend dans l'avenir. Non, Tatiana, je n'ai pas cessé de t'aimer,
mais un autre sentiment terrible, irrésistible, m'a envahi. J'ai résisté autant que j'ai pu. Tatiana se leva. Ses sourcils se froncèrent, son pâle visage s'assombrit. Litvinov se releva également. « Vous aimez une autre femme, commença-t-elle, et je devine qui est cette femme. Nous l'avons rencontrée hier, n'est-il pas vrai? Eh bien, je sais maintenant ce qui me reste à faire. Comme vous avouez vous-même que ce sentiment est irrésistible. » Tatiana fit une pause. Elle espérait peut-être encore que Litvinov ne laisserait pas passer ce dernier mot sans protester, mais il ne dit rien. « Il ne me reste qu'à vous rendre votre parole. » Litvinov courba la tête avec résignation, comme s'il recevait un coup mérité. « Vous avez le droit d'être indigné, balbutia-t-il. Vous avez entièrement le droit de m'accuser de bassesse, de trahison. » Tatiana le regarda encore une fois. « Je ne vous accuse pas, Litvinov. Je ne vous condamne pas. Je suis d'accord avec vous. La plus amère vérité est préférable à ce qui s'est passé hier. Quelle vie maintenant serait la nôtre? Quelle vie maintenant sera la mienne? Se dit douloureusement Litvinov. Tatiana s'approchait de la porte de la chambre à coucher. « Je vous prie de me laisser seule un moment, Grégoire Mikhaïlitch. Nous nous verrons encore, nous causerons encore. Tout cela a été si inattendu, il me faut prendre des forces. Laissez-moi, ménagez ma fierté, nous nous reverrons. » Disant ces mots, Tatiana se retira rapidement et ferma derrière elle la porte à clef. Tout étourdi, Litvinov sortit dans la rue. Quelque chose de sombre et de lourd s'était enraciné au plus profond de son cœur. L'homme qui vient d'en égorger un autre doit éprouver une pareille sensation. Dans le même temps, il se sentait plus léger, comme s'il s'était enfin débarrassé d'un fardeau insupportable. La générosité de Tatiana l'avait anéanti. Il sentait vivement tout ce qu'il perdait, et pourtant le dépit se mêlait au remords. Il était attiré vers Irène comme vers l'unique refuge qui lui restait, et il s'irritait contre elle. Depuis quelque temps, et chaque jour davantage, les sentiments de Litvinov devenaient plus complexes et plus enchevêtrés. Cette confusion le torturait, l'aigrissait. Il s'égarait dans ce chaos. Il n'était plus avide que d'une chose, suivre une route, quelle qu'elle fût, pourvu qu'il ne continuât pas à tourner dans ces affreuses ténèbres. Les hommes positifs comme Litvinov ne devraient jamais s'abandonner à la passion. Elle détruit le sens même de leur vie. Mais la nature ne se plie pas à la logique, à notre logique humaine. Elle a la sienne, que nous ne comprenons pas, que nous ne reconnaissons pas, jusqu'à ce qu'elle nous écrase. Après avoir quitté Tatiana, Litvinov n'eut qu'une pensée, voir Irène. Il alla chez elle, mais le général était à la maison. C'est du moins ce que lui dit le Suisse. Il ne voulut pas entrer. Il ne se sentait pas en état de feindre, et alla flâner à la Conversation House. Vorochilov et Pitchalkin firent les frais de l'impossibilité où était Litvinov de se contenir ce jour-là. Il ne cacha pas à l'un qu'il était vide comme un grelot, à l'autre qu'il était ennuyeux comme la pluie. Fort heureusement, Bendasso ne lui tomba pas sous la main, car il serait certainement advenu un grosser scandale. Les deux messieurs n'en revenaient pas. Vorochilov alla jusqu'à se demander si l'honneur militaire n'exigeait pas réparation. Mais, comme l'officier de Gogol, il se tranquillisa au café en se bourrant de tartines. Litvinov vit de loin Capitoline Markovna, courant de boutique en boutique dans sa mantille bigarrée. Il eut honte de l'affliction qu'il allait causer à cette ridicule mais excellente vieille femme. Puis il se souvint de Potouguine,
de sa conversation de la veille. Tout à coup, quelque chose d'impalpable et d'intense le toucha. Une bourrasque nocturne n'aurait pas été plus insaisissable. Litvinov sentit cependant tout de suite que c'était Irène qui approchait. En effet, elle apparut à quelques pas de lui, donnant le bras à une autre dame. Leurs yeux se rencontrèrent aussitôt. Irène remarqua probablement quelque chose de bizarre dans l'expression du visage de Litvinov. Elle s'arrêta devant la boutique d'un marchand de ces petites horloges de la forêt noire, l'appela d'un signe de tête, et lui montrant une des horloges, comme pour lui faire admirer son cadran colorié surmonté d'un coucou, elle lui dit de sa voix ordinaire, semblant achever une phrase commencée, « Venez dans 1 heure, je serai seule. » Au même moment, accourait auprès d'elle monsieur Verdier, le chéri de ces dames. Il tomba en extase devant la couleur feuille morte de sa robe, devant le petit chapeau espagnol qui lui arrivait aux sourcils. Litvinov disparut dans la foule. Chapitre 21. Grégoire, lui disait Irène 2 heures plus tard, qu'as-tu? Dis-le-moi vite, pendant que nous sommes seuls. Je n'ai rien, répondit Litvinov. Je suis heureux et voilà tout. Irène baissa les yeux, sourit, soupira. Ce n'est pas une réponse. Litvinov devint pensif. Eh bien, sache, puisque tu l'exiges absolument. Les yeux d'Irène s'agrandirent, son corps s'effaça légèrement en arrière. Que j'ai tout dit aujourd'hui à ma fiancée. Comment? Tout? Tu m'as nommé? Litvinov eut un sursaut. Irène, comment une telle pensée a-t-elle pu te traverser l'esprit? Que je... Pardonne-moi, pardonne-moi. Qu'as-tu donc dit? Je lui ai dit que je ne l'aimais plus. Elle t'en a demandé la raison? Je ne lui ai pas caché que j'aimais une autre femme et que nous devions nous séparer. Eh bien, y a-t-elle consenti? Ah, Irène, quelle jeune fille, quelle abnégation, quelle noblesse! Je le crois, je le crois. Du reste, elle n'avait pas d'autre conduite à tenir. Pas un seul reproche, pas un seul mot d'amertume à l'homme qui a brisé sa vie, qui l'a trompée, qui la délaisse sans pitié. Irène examinait attentivement ses ongles. « Dis-moi, Grégoire, elle t'aimait ?» « Oui, Irène, elle m'aimait. » Irène se tut, arrangea sa robe. « J'avoue, reprit-elle, ne pas comprendre parfaitement pourquoi tu as tenu à t'expliquer avec elle. »« Comment? Pourquoi, Irène? Aurais-tu voulu que je mente, que je feigne devant cette âme si pure? Ou bien supposais-tu... » ?»« Je ne suppose rien, interrompit Irène. « J'avoue que j'ai peu songé à elle. Je ne sais pas penser à 2 êtres à la fois. »« Tu veux dire... » ?»« Elle part, cette âme si pure, interrompit de nouveau Irène. « Je n'en sais rien, répondit Litvinov. Je dois encore la voir, mais elle ne restera pas. »« Ah, bon voyage !»« Non, elle ne restera pas. D'ailleurs, je ne pense pas à elle, moi non plus. Je songe à ce que tu m'as dit, à ce que tu m'as promis. » Irène le regarda du coin de l'œil. « Ingrat, n'es-tu encore pas content? »« Non, Irène, je ne suis pas content, et tu me comprends. »« C'est-à-dire, je... » »« Oui, tu me comprends. Souviens-toi de ce que tu m'as dit, de ce que tu m'as écrit. Je ne puis pas partager avec un autre. Je ne puis consentir à jouer le rôle pitoyable d'un amant secret. Ce n'est pas seulement ma vie, mais la vie d'une autre que j'ai jetée à tes pieds. J'ai renoncé à tout, j'ai tout réduit en poussière, sans retour ni regret. Mais en revanche, je crois, je suis fermement convaincu que tu tiendras ta promesse, que tu uniras ton sort au mien. Tu veux que je m'enfuie avec toi? Je suis prête. Litvinov, éperdu, embrassa les mains d'Irène. Je suis prête, je ne me dédie pas. Mais as-tu songé aux obstacles? As-tu avisé aux moyens?
Moi, je n'ai encore songé à rien, je n'ai rien préparé, mais dis seulement un mot, permets-moi d'agir, et un mois ne sera pas écoulé. Un mois? Nous partons dans 15 jours pour l'Italie. 15 jours me suffisent. Oh, Irène, tu as l'air d'accueillir froidement ma proposition. Elle te semble peut-être une chimère? Je ne suis cependant plus un enfant, et n'ai pas l'habitude de me bercer de rêves. Je sais combien cette décision te fait peur. Je me rends compte de la responsabilité que je prends, mais je ne vois pas d'autre issue. Réfléchis enfin que je suis obligé de rompre tous mes liens avec le passé, pour ne pas être pris pour un méprisable menteur par cette jeune fille que je t'ai sacrifiée. Irène se redressa tout à coup et ses yeux s'enflammèrent. Excusez-moi, Grégoire Mikhaïlitch, si je me décide, si je m'enfuis, je m'enfuirai avec un homme qui fera cela pour moi, et non pour éviter de perdre l'estime d'une demoiselle flegmatique qui n'a dans les veines que de l'eau et du lait. J'avoue que c'est la première fois qu'on me donne à entendre que l'homme que j'ai choisi est digne de pitié, qu'il joue un rôle pitoyable. Je connais un rôle plus pitoyable encore. C'est celui de l'homme qui ne sait pas lui-même ce qui se passe dans son cœur. Litvinov se releva à son tour. « Irène » voulut-il dire. Mais elle porta la main à son front, et, se jetant brusquement au cou de Litvinov, elle l'étreignit avec une force qui n'était pas celle d'une femme. « Pardonne-moi, » dit-elle d'une voix suffoquée. « Pardonne-moi, Grégoire. Tu vois comme je suis gâtée, mauvaise, jalouse, méchante. Tu vois comme j'ai besoin de ton secours, de ton indulgence. Oui, sauve-moi, tire-moi de ce gouffre avant que j'y sois complètement engloutie. Oui, fuyons ces hommes et ce monde. Allons dans quelque beau pays, lointain, libre. Là, peut-être ton Irène sera plus digne de toi, plus digne des sacrifices que tu as faits. Ne te fâche pas, pardonne-moi, et sache que je ferai tout ce que tu ordonneras, que j'irai partout où tu me conduiras. » Irène ne lâchait pas Litvinov. Elle se pressait toujours plus fort contre lui, de son corps jeune et souple. Il se pencha sur sa chevelure défaite, parfumée. Au comble de la reconnaissance, il osait à peine la caresser de ses mains ou l'approcher de ses lèvres. « Irène, Irène !» répétait-il. Elle releva tout à coup la tête, tendit l'oreille. « C'est le pas de mon mari. Il est entré dans sa chambre, » murmura-t-elle. Et s'écartant avec vivacité, elle s'assit sur une chaise. Litvinov voulut se lever. « Où vas-tu » continua-t-elle à mi-voix. « Reste, il te soupçonne déjà, à moins que tu n'aies peur de lui. » Elle ne détachait pas les yeux de la porte. « Oui, c'est lui. Il va entrer à l'instant. Raconte-moi quelque chose. Parle-moi. » Litvinov ne put promptement se remettre et rester silencieux. « N'irez-vous pas demain au théâtre ?» reprit-elle à haute voix. « On donne le verre d'eau, une pièce démodée où la Plessis grimace horriblement. Nous sommes dans une sorte de fièvre, » ajouta-t-elle en baissant la voix. « Cela ne saurait durer ainsi, mais il nous faut bien réfléchir à tout. Je dois t'avertir que mon argent est placé chez lui, mais j'ai mes bijoux. Nous irons en Espagne, veux-tu ?» Elle haussa de nouveau la voix. « Pourquoi toutes ces actrices engraissent-elles? Même Madeleine Brohan. Parle donc, ne reste pas ainsi muet. La tête me tourne, mais tu ne dois pas douter de moi. Je te ferai savoir où tu pourras me retrouver demain. Seulement, tu as bien inutilement dit à cette demoiselle. »« Ah, mais c'est charmant !» s'écria-t-elle tout à coup. Et se mettant à rire nerveusement, elle déchira la dentelle de son mouchoir. « Peut-on entrer ?» demanda Ratmirov de l'autre pièce. « On peut, on peut. » La porte s'ouvrit et le général parut. À la vue de Litvinov, son front se plissa. Cependant, il le salua, c'est-à-dire qu'il inclina la partie supérieure de son corps. « Je ne savais pas que vous aviez de la visite, dit-il.
Je vous demande pardon de mon indiscrétion. Baden vous amuse toujours, monsieur Litvinov? Ratmirov prononçait toujours avec hésitation le nom de Litvinov. Il se donnait l'air de l'avoir oublié et de craindre de se tromper. Il s'imaginait ainsi le blesser, de même que par les saluts exagérés qu'il lui adressait quand il le rencontrait. « Je ne m'ennuie pas ici, monsieur le général. »« Vraiment ? Pour moi, Baden me sort par les yeux. Nous allons bientôt en partir, n'est-ce pas, Irène Pavlovna? Assez de Baden comme ça. Du reste, vous m'avez porté chance. J'ai gagné 500 francs aujourd'hui. » Irène tendit coquettement la main. « Où sont-ils donc? Donnez-les-moi pour mes épingles. »« Plus tard, plus tard. Vous vous en allez déjà, monsieur Litvinov? »« Oui, je m'en vais, comme vous voyez. » Radmirov le salua à nouveau d'une courbette. « Au plaisir de vous revoir. »« Adieu, Grégoire Mikhaïlitch, » dit Irène. « Je tiendrai ma promesse. »« Quelle promesse? Peut-on savoir ?» demanda le mari. Irène sourit. « Non, c'est une bagatelle. Entre nous. C'est à propos du voyage où il vous plaira. Tu sais bien, le livre de Stahl. »« Comment donc, je sais. Il y a de charmantes vignettes. » Les relations des deux époux étaient au beau fixe. Ratmirov tutoyait sa femme. Fumée, chapitre 19. Litvinov monta l'escalier de l'hôtel de l'Europe. Une petite fille de 13 ans, avec un espiègle visage de Kalmouk, qui évidemment l'épiait, l'arrêta en lui disant en russe « Par ici, je vous prie, Irène Pavlovna viendra tout de suite. » Il la regarda, hésitant. Elle sourit, répéta son invite, l'introduisit dans une petite chambre encombrée de malles située devant l'appartement d'Irène, et s'éclipsa en fermant la porte avec précaution. Litvinov n'avait pas encore eu le temps de se reconnaître que la même porte s'ouvrait brusquement et laissait paraître Irène en robe de bal rose, des perles dans les cheveux et au cou. Elle lui prit les deux mains et resta quelques secondes sans parler. Ses yeux étincelaient, sa poitrine était haletante, comme si elle venait d'accomplir un effort brutal. « Je n'ai pas pu vous recevoir là-bas, » commença-t-elle à mi-voix. « Nous allons partir sur-le-champ pour un dîner de gala. Je voulais vous voir un instant. C'est votre fiancé avec qui je vous ai rencontré ce matin? »« Oui, c'était ma fiancée, » répondit Litvinov en appuyant sur le mot « c'était ». « Eh bien, j'ai voulu vous voir une minute pour vous dire que vous devez vous considérer comme entièrement libre, que tout ce qui s'est passé hier ne doit pas changer vos résolutions. »« Irène, » s'écria Litvinov, « pourquoi me dis-tu cela ?» Il prononça ces mots à voix haute. Ils étaient empreints d'une fervente passion. Irène ferma les yeux un instant. « Ah !» continua-t-elle plus bas, mais d'une voix brûlante. Tu ne sais pas combien je t'aime. Hier, je n'ai fait que payer ma dette, réparer ma faute. Je n'ai pu, comme je l'aurais voulu, te donner ma jeunesse, mais je ne t'ai imposé aucune obligation. Je ne t'ai délié d'aucune promesse. Oh, mon ami, fais ce que tu veux. Tu es libre comme l'air. Rien ne te lie à moi, sache-le bien. Mais je ne puis vivre sans toi, Irène, murmura à son tour Litvinov. Je suis à toi pour toujours. Ce n'est qu'à tes pieds que je puis vivre. Il se pencha vers ses mains. Irène regarda sa tête inclinée. Sache alors, dit-elle, que moi aussi je suis prête à tout,
que je ne regretterai rien ni personne. Nous ferons ce que tu décideras. Moi aussi je suis à toi. Pour toujours. » Quelqu'un frappa discrètement à la porte. Irène se baissa, murmura encore une fois « À toi. Adieu. » Et Litvinov sentit sa respiration passer sur ses cheveux. Quand il se releva, elle n'était déjà plus dans la pièce. Il n'entendit que le frôlement de sa robe dans le corridor. Et Ratmirov, qui criait avec impatience « Eh bien, vous ne venez pas ?» Litvinov s'assit sur une grande malle, et portant ses mains à son visage, il respira un parfum subtil et frais. Irène avait tenu ses mains dans les siennes. « C'en est trop, » pensait-il. La petite fille refit son apparition, et souriant de nouveau en réponse à son regard effaré, elle lui dit « Veuillez sortir à présent, avant que… » Il se leva et quitta l'hôtel. Il lui était impossible de rentrer tout de suite. Il devait reprendre ses sens. Son cœur battait d'une façon lente et irrégulière. La terre semblait onduler sous ses pieds. Litvinov s'engagea dans l'allée de Lichtental. Il comprenait que le moment décisif était arrivé, qu'il n'était plus possible d'ajourner, de se cacher, de recourir à des expédients, qu'une explication avec Tatiana était inévitable. Mais comment l'entamer? Il dit adieu à tout son avenir, si heureusement et si utilement combiné. Il savait qu'il se jetait la tête en avant dans un précipice, et ce n'était pourtant pas cela qui le troublait. Sa décision était prise, mais comment la présenter à son juge? Et si réellement il avait eu affaire à un juge, à un ange portant un glaive de feu, son cœur criminel l'aurait accepté peut-être, mais il lui fallait enfoncer lui-même le couteau. C'était affreux. Il pouvait encore retourner en arrière, profiter de la liberté qu'on lui offrait. Mais non, il préférait 1000 fois la mort. La liberté. À quoi bon cette odieuse liberté? Plutôt se précipiter, s'anéantir dans la poussière, pourvu que ses yeux s'abaissassent sur lui avec amour. « Grégoire Mikhaïlitch » dit une voix lugubre, et une main s'appuya lourdement sur son épaule. Il se retourna, effrayé, et reconnut Potouguine. « Excusez-moi, Grégoire Mikhaïlitch, » commença celui-ci avec son habituelle grimace. « Je vous dérange peut-être, mais vous voyant de loin, j'ai pensé… Du reste, si vous avez autre chose à faire… »« Au contraire, je suis ravi, » articula Litvinov. Potouguine se mit à marcher à côté de lui. « Quelle belle soirée !» poursuivit-il. « Comme il fait chaud. Vous vous promenez depuis longtemps ?»« Non, à vrai dire. »« Mais, que dis-je, je vous ai vu sortir de l'hôtel de l'Europe. »« Vous me suiviez ?»« Oui. »« Vous avez quelque chose à me communiquer ?»« Oui. » répéta Potouguine, mais si bas qu'on l'entendit à peine. Litvinov s'arrêta et toisa des pieds à la tête cet interlocuteur qui s'imposait à lui. Son visage était blême, son regard vague. Une douleur très ancienne semblait reparaître sur ses traits flétris. « Qu'avez-vous au juste à me dire ?» dit lentement Litvinov en reprenant son chemin. « Eh bien, permettez, tout de suite. Si cela ne vous fait rien, établissons-nous sur ce banc, ce sera plus commode. »« C'est donc quelque chose de bien mystérieux, » dit Litvinov en prenant place à côté de lui. « Vous n'êtes pas dans votre état ordinaire, Sozont Ivanitch. »« Non, je n'ai rien, et je n'ai rien de mystérieux à vous dire. Je voulais seulement vous confier l'impression que m'a faite votre fiancé, car cette demoiselle avec laquelle vous m'avez fait faire connaissance aujourd'hui est, n'est-ce pas, votre fiancée? Je dois avouer que je n'ai jamais rencontré dans tout le cours de ma vie un être plus sympathique. C'est un cœur d'or, une âme angélique. »
Potougine prononça ces paroles d'un air amer et triste, de sorte que Litvinov lui-même remarqua l'étrange contradiction qu'il y avait entre son visage et les propos qu'il tenait. « Vous jugez parfaitement Tatiana Petrovna, dit-il, mais j'ai lieu d'être surpris. D'abord, que vous soyez si bien informé de mes relations avec elle, puis que vous l'ayez si promptement deviné. Elle a en effet un cœur d'or. Mais permettez-moi de vous demander si c'est bien de cela que vous vouliez me parler. » « Il est impossible de ne pas la comprendre tout de suite, » se hâta de dire Potougine, voulant vraisemblablement éviter de répondre à la dernière question. « Il n'y a pour cela qu'à la regarder une fois dans les yeux. Elle mérite tout le bonheur possible. Enviable est le sort de l'homme destiné à le lui procurer. Il faut espérer qu'il parvienne à s'en rendre digne. » Litvinov fronça légèrement le sourcil. « Permettez, Sozont Ivanitch, je trouve notre entretien assez étrange. Pourrais-je savoir si l'allusion que contiennent vos dernières paroles se rapporte à moi ?» Potougine ne se pressa pas de répondre à Litvinov. Il était évident qu'il luttait avec lui-même. « Grégoire Mikhaïlitch, dit-il enfin, si je ne me suis pas complètement trompé sur votre compte, vous êtes capable d'entendre la vérité d'où qu'elle vienne, si pénible soit-elle. Je viens de vous dire que j'ai vu d'où vous sortiez. »« Eh bien, oui, de l'hôtel de l'Europe. Et après ?»« Je sais qui vous avez vu, là. »« Eh bien, j'ai été chez madame Ratmirov. Et alors ?»« Et alors ? Vous êtes fiancé à Tatiana Petrovna, et vous avez vu madame Ratmirov que vous aimez, et qui vous aime. » Litvinov se leva d'un bond, le sang lui monta au visage. « Mais qu'est-ce que cela signifie ?» dit-il d'une voix sourde et irritée. « C'est une mauvaise plaisanterie? De l'espionnage? Veuillez vous expliquer. » Potougine lui jeta un regard morne. « Que mes paroles ne vous offensent pas, Grégoire Mikhaïlitch. Quant à moi, vous ne sauriez me blesser, et je n'ai pas l'esprit à la plaisanterie. »« C'est possible, c'est possible. Je suis prêt à ajouter foi à la pureté de vos intentions. J'aimerais toutefois vous demander de quel droit vous vous mêlez des affaires intimes, de la vie sentimentale d'un étranger, et pour quelle raison vous présentez avec tant d'assurance votre invention comme la vérité. »« Mon invention ? Si j'avais inventé cela, vous ne vous seriez pas fâché. Quant à ce que vous appelez le droit, je n'ai encore jamais entendu qu'un homme se soit posé la question de son droit à tendre la main à celui qui se noie. Je suis excessivement touché de votre intérêt, » interrompit avec vivacité Litvinov, « mais je n'en ai nullement besoin. Et toutes ces phrases sur la ruine dans laquelle les femmes entraînent les jeunes gens inexpérimentés, sur l'immoralité du grand monde, etc., je ne les considère que comme des phrases, et les méprise même en un certain sens. C'est pourquoi je vous prie de ne pas fatiguer votre bras libérateur, et de me permettre de me noyer en paix. » Potougine leva de nouveau les yeux sur Litvinov. Il respirait péniblement, ses lèvres tremblaient. « Mais regardez-moi donc, jeune homme, » finit-il par dire en se frappant la poitrine. « Ai-je l'air d'un pédant moraliste, d'un prédicateur ? Ne comprenez-vous pas que ce n'est pas ma sympathie pour vous, quelque profonde qu'elle puisse être, qui m'a poussé à vous parler ainsi, quitte à être soupçonné de ce qui me répugne le plus au monde, l'indiscrétion et l'impertinence. Ne voyez-vous pas qu'ici l'affaire est d'un tout autre genre, que vous avez devant vous un homme brisé, détruit, irrémédiablement anéanti, par le même sentiment dont il cherche à vous préserver, et par la même femme. » Litvinov fit un pas en arrière. « Est-ce possible ? Qu'avez-vous dit ? Vous ? Vous, Sozont Ivanitch ? Mais madame Bielski,
Et cet enfant? Ah, ne m'interrogez pas. C'est une sombre, une effrayante histoire que je n'entreprendrai pas de vous raconter. Je n'ai presque pas connu madame Bielski. Cet enfant n'est pas à moi. J'ai tout pris sur moi parce qu'elle l'a voulu, parce que cela lui était nécessaire. Serais-je sans elle dans votre insupportable Baden? Enfin, avez-vous pu croire, avez-vous pu un moment vous figurer que ce n'est que par sympathie pour vous que je me suis décidé à vous avertir? Je plains cette bonne, cette jolie jeune fille, votre fiancée. À tout prendre, que me fait à moi votre avenir? Mais je crains pour elle. J'ai peur pour elle. Vous me faites beaucoup d'honneur, monsieur Potouguine, dit Litvinov. Mais comme, d'après vos propres paroles, nous nous trouvons dans une position identique, pourquoi ne pas vous appliquer à vous-même vos beaux préceptes? Ne dois-je pas attribuer vos alarmes à un autre sentiment? C'est-à-dire à la jalousie? Ah, jeune homme, vous devriez avoir honte de finasser. Vous devriez avoir honte de ne pas comprendre l'amère douleur qui parle maintenant par ma bouche. Non, nous ne sommes pas dans une position identique. Moi, un vieil original, ridicule, inoffensif, et vous? Mais qu'y a-t-il là à discuter? Vous ne consentiriez pas à prendre pour une seconde le rôle que je joue, et que je joue avec reconnaissance. De la jalousie. Celui qui n'a pas une ombre d'espoir n'est pas jaloux, et ce n'est pas à présent que je commencerai à éprouver ce sentiment. J'ai uniquement peur pour elle, comprenez cela. Et pouvais-je m'attendre, lorsqu'elle m'a envoyé vous chercher, que le sentiment de ce qu'elle a nommé sa faute l'entraînerait si loin? Mais permettez, Souzont Ivanitch, vous semblez savoir... Je ne sais rien, et je sais tout. Je sais, ajouta-t-il en se détournant. Je sais où elle a été hier. On ne peut plus l'arrêter. C'est une pierre qui roule jusqu'au fond. J'ai été insensé d'imaginer que mes paroles pouvaient vous retenir. Vous, auquel une telle femme... Mais finissons-en. Je n'ai pas pu me maîtriser. Voilà toute mon excuse. Puis, comment savoir et pourquoi ne pas essayer? Peut-être réfléchirez-vous. Peut-être une de mes paroles trouvera-t-elle un écho en votre âme. Peut-être reculerez-vous à l'idée de vous perdre, de la perdre, elle, ainsi que votre fiancée innocente, si aimable. Ah, ne vous irritez pas, ne frappez pas du pied. Qu'ai-je besoin d'avoir peur et de prendre des précautions? Ce n'est ni la jalousie ni le dépit qui parlent en moi. Je suis prêt à tomber à vos genoux, à vous supplier. Du reste, adieu. Soyez sans inquiétude, tout cela demeurera entre nous. Je vous ai voulu du bien. Potouguine prit l'allée et disparut bientôt dans l'obscurité. Litvinov ne chercha pas à le retenir. « Mon histoire est effrayante et obscure », avait dit Potouguine à Litvinov, et il s'était refusé à la raconter. Disons-la en 2 mots. 8 ans auparavant, son service l'avait attaché temporairement à la personne du comte Reisenbach. C'était l'été. Potouguine apportait des papiers à sa maison de campagne et y passait des journées entières. Irène demeurait alors chez le comte. Elle n'était pas hautaine avec ses inférieurs. Plus d'une fois la comtesse lui avait reproché sa familiarité inconvenante, toute moscovite. Irène devina promptement l'homme d'esprit dans ce modeste employé revêtu d'un frac boutonné jusqu'au menton. Souvent et volontiers elle causait avec lui, et lui se prit pour elle d'une passion profonde, secrète. Il se l'imaginait. L'été écoulé, le comte n'eut plus besoin d'auxiliaire. Potouguine perdit de vue Irène, mais il ne put l'oublier. 3 ans après, une dame qu'il connaissait très peu l'engagea à venir la trouver.
Cette dame, après 1000 circonlocutions, et après lui avoir fait jurer qu'il garderait le silence sur ce qu'elle allait lui révéler, lui proposa d'épouser une personne d'une situation élevée pour laquelle le mariage était devenu une nécessité. Elle n'osa presque pas faire allusion au personnage principal de l'histoire, mais promit à Potougine de l'argent, beaucoup d'argent. Potougine ne s'offensa point, la surprise étouffait sa colère, mais naturellement il refusa tout net. La négociatrice lui remit alors un billet d'Irène. « Vous êtes un homme loyal et bon, » écrivait-elle. « Je sais que vous ferez tout pour moi. Je vous demande ce sacrifice. Vous sauverez un être qui m'est cher. En le sauvant, vous me sauverez également. Ne m'interrogez pas là-dessus. Il n'y a personne à qui je me serais décidé à faire pareille demande. Mais à vous, je vous tends la main et vous dis « Faites cela pour moi. » Potougine réfléchit et déclara qu'en effet il était capable de faire beaucoup pour Irène Pavlovna, mais qu'il aimerait à l'entendre exprimer son désir de vive voix. L'entrevue eut lieu le soir même. Elle ne se prolongea pas longtemps et ne fut connue que de cette dame. Irène ne demeurait déjà plus chez le comte Reisenbach. « Pourquoi vous êtes-vous souvenu de moi ?» lui demanda Potougine. Elle commença à s'étendre sur ses solides qualités, puis s'interrompit brusquement. « Non, dit-elle, je ne saurais vous cacher la vérité. Je savais, je sais que vous m'aimez. Voilà pourquoi je me suis décidée. » Alors elle lui raconta tout. Élise Bielski était orpheline. Sa famille ne l'aimait pas et comptait sur son héritage. Elle était perdue. Potougine regarda longtemps Irène en silence et consentit. Elle fondit en larmes, se jeta à son cou. Lui pleurait aussi, mais leurs larmes étaient différentes. Les préparatifs pour une union secrète avaient été lancés. Une main puissante avait écarté tous les obstacles, lorsqu'une maladie se déclara. Une fille vint au monde, et la mère s'empoisonna. Que faire de l'enfant? Potougine la prit sous sa tutelle, des mains d'Irène. Histoire terrible, effrayante. Passons, lecteur, passons. Une heure s'écoula avant que Litvinov eût décidé de rentrer à son hôtel. Il s'en approchait lorsqu'il entendit tout à coup marcher derrière lui. Quelqu'un paraissait le suivre et hâter le pas quand il marchait plus vite. Arrivé à un réverbère, Litvinov se retourna et reconnut le général Ratmirov. Le général revenait seul du dîner, en cravate blanche, un élégant manteau jeté sur les épaules, une ribambelle de décoration attachée par une chaînette d'or à la boutonnière de son habit. Son regard, directement, impertinemment dirigé sur Litvinov, exprimait un tel mépris, une telle haine, toute sa figure respirait un défi si prononcé, que Litvinov crut de son devoir, faisant un effort sur lui-même, d'aller à sa rencontre, au-devant d'une histoire. Mais, à l'approche de Litvinov, le visage du général se transforma subitement. Sa courtoisie railleuse reparut, et une main couverte d'un gant gris-perle souleva de nouveau un feutre irréprochable. Litvinov ôta son chapeau sans mot dire, et chacun suivit son chemin. « Il se doute de quelque chose, » pensa Litvinov. « Si c'était du moins un autre !» se disait le général. Tatiana jouait au piquet avec sa tante quand Litvinov entra dans leur chambre. « Tu es joli, mon petit père !» s'écria Kapitoline Markovna en jetant les cartes sur la table. « Te voilà disparu dès le premier jour et toute la soirée. Nous avons attendu, puis grogné tant et plus. »« Je n'ai rien dit, tante, » fit observer Tatiana. « Oh, tu es connu pour ta patience. N'avez-vous pas honte, monsieur? Est-ce possible?
pour un fiancé. Litvinov s'excusa tant bien que mal et s'approcha de la table. « Pourquoi avez-vous interrompu votre partie ?» demanda-t-il après un court silence. « Quelle question! Nous nous sommes mis à jouer par désœuvrement, ne sachant que faire. Maintenant que vous êtes arrivés... » « Si vous voulez entendre le concert du soir, interrompit Litvinov, je vous y conduirai très volontiers. » Capitoline Markovna consulta sa nièce du coin de l'œil. « Nous irons si vous voulez, tante. Je suis prête, dit celle-ci. Mais ne vaut-il pas mieux rester à la maison? Soit, nous boirons le thé à notre manière, à la moscovite, avec un samovar, et nous bavarderons gentiment. Nous n'avons pas encore discuté comme il faut. » Litvinov fit apporter du thé, mais la conversation était malaisée. Il éprouvait un perpétuel remords. Il lui semblait que tout ce qu'il disait n'était que mensonge, et que Tatiana n'en était pas dupe. Aucun changement ne se remarquait en elle. Seulement, son regard ne se posait jamais sur Litvinov, glissant autour de lui avec une sorte de compassion timide, et elle était plus pâle que d'habitude. Capitoline Markovna lui demanda si elle n'avait pas mal à la tête. Tatiana voulut répondre par la négative. Réflexion faite, elle dit « Oui, un peu. »« Cela tient à la fatigue de la route, » remarqua Litvinov en rougissant de ce qu'il disait. « C'est de la fatigue, » répéta Tatiana, et son regard glissa de nouveau sur lui. « Il faut te reposer, ma petite Tania. »« J'irai bientôt me coucher, tante. » Le guide des voyageurs était sur la table. Litvinov se mit à lire à mi-voix la description des environs de Baden. « Tout cela est charmant, » interrompit Capitoline Markovna. « Mais voilà ce qu'il ne faut pas oublier. On dit que la toile est ici très bon marché. Il faut en acheter pour le trousseau. » Tatiana baissa les yeux. « Nous aurons le temps, ma tante. Vous ne songez jamais à vous-même, et vous avez absolument besoin d'une robe neuve. Vous voyez comme tout le monde ici est élégant. »« Eh, bon Dieu, à quoi bon? Suis-je une élégante? Ce serait autre chose si j'étais une beauté comme votre ami, Grégoire Mikhaïlitch. Comment l'appelez-vous déjà? »« Quelle amie? »« Celle que nous avons rencontrée ce matin. »« Ah, celle-là, » dit-il avec une insouciance simulée. De nouveau, il se sentit honteux et mal à l'aise. « Non, se dit-il, cela ne peut pas se prolonger. » Il était assis à côté de sa fiancée, et tout près d'elle, dans sa poche de côté, sur son cœur, se trouvait le mouchoir d'Irène. Capitoline Markovna alla 1 minute dans la chambre voisine. « Tania, » dit avec effort Litvinov. C'était la première fois de la journée qu'il l'appelait ainsi. Elle se tourna vers lui. « J'ai quelque chose de grave à vous dire. »« Hein? Vraiment? Quand? Tout de suite? »« Non, demain. »« Ah, demain. C'est fort bien. » Une pitié immense remplit l'âme de Litvinov. Il prit la main de Tatiana et l'approcha de ses lèvres avec componction, comme un coupable. Le cœur de la jeune femme se serra, et ce baiser ne la réjouit point. La nuit, vers 2 heures, Capitoline Markovna, qui couchait dans la même chambre que sa nièce, souleva tout à coup la tête et se releva. « Tania, » dit-elle, « tu pleures ?» Tatiana ne répondit pas tout de suite. « Non, tante, » dit-elle de sa voix candide, « je suis un peu enrhumée. » Chapitre 20. Pourquoi lui ai-je dit cela? Songeait le lendemain matin Litvinov, assis devant la fenêtre de sa chambre. Il haussa les épaules avec dépit. Il avait dit cela à Tatiana précisément pour se couper toute retraite.
Il avait en main un billet d'Irène. Elle le priait de venir chez elle à midi. Les paroles de Potugin lui revenaient sans cesse en mémoire. Elles résonnaient en lui de façon sinistre, quoique faiblement. Elles l'irritaient, et il ne pouvait s'en débarrasser. Quelqu'un frappa à la porte. « Verda ?» demanda Litvinov. « Ah, vous êtes chez vous. Ouvrez !» fit entendre la voix de basse, caverneuse, de Bindasso. Le bouton de la porte s'agita. Litvinov pâlit de colère. « Je ne suis pas à la maison, » dit-il énergiquement. « Comment, vous n'êtes pas à la maison? Qu'est-ce que c'est encore que cette plaisanterie? On vous dit qu'il n'y a personne. Filez. » Voilà qui est aimable. Moi qui étais venu emprunter un peu d'argent, grommela Bindasso. Cependant il s'éloignait en frappant du talon selon son habitude. Litvinov faillit courir après lui. Il lui prenait une envie extrême de tordre le cou à cet insolent. Les événements des derniers jours avaient dérangé ses nerfs. Un peu plus, il aurait pleuré. Il but un verre d'eau froide, ferma à clé, sans motif, tous les tiroirs des armoires, et alla chez Tatiana. Il la trouva seule. Capitoline Markovna était allée faire des emplettes. Tatiana était assise sur un divan, tenant des deux mains un livre qu'elle ne lisait pas et dont probablement elle ne savait même pas le titre. Elle ne bougea pas. Son cœur eut seulement de violents soubresauts, et on voyait frémir la collerette blanche qui entourait son cou. Litvinov se troubla. Il s'assit toutefois auprès d'elle, lui dit bonjour avec un sourire qu'elle lui rendit en silence. Elle l'avait salué à son entrée avec plus de politesse que d'amitié, sans le regarder. Il lui tendit la main, elle lui livra ses doigts glacés, mais les retira aussitôt et reprit son livre. Litvinov sentit qu'il ne ferait que blesser Tatiana en entamant l'entretien par un sujet banal. Comme d'habitude, elle n'exigeait rien, mais tout en elle disait « J'attends, j'attends ». Il fallait accomplir sa promesse. Or, quoiqu'il n'eût pas pensé à autre chose de toute la nuit, il n'avait pas préparé la moindre phrase, et ne savait absolument pas comment rompre ce cruel silence. « Tania, commença-t-il enfin, je vous ai dit hier que j'avais à vous communiquer quelque chose de grave. » Adrette, il la tutoyait en tête-à-tête, mais maintenant l'idée ne lui en serait plus venue. « Je suis prêt. Je vous prie seulement de ne pas vous affliger et d'être convaincu que mes sentiments pour vous... » Il s'arrêta. Le courage lui manquait. Tatiana ne bougeait pas, ne le regardait pas, mais elle serrait son livre avec plus de force. « Entre nous, » continua Litvinov sans terminer sa phrase, « a toujours prévalu une complète franchise. Je vous estime trop pour user de ruse avec vous. Je veux vous prouver que je sais apprécier l'élévation et l'indépendance de votre caractère. Et quoique, sans doute... » Grégoire Mikhaïlitch, commença Tatiana d'un ton calme, tandis qu'une pâleur mortelle se répandait sur son visage. « Je viendrai à votre aide. Vous avez cessé de m'aimer, et vous ne savez comment me le dire. » Litvinov tressaillit. « Comment, dit-il à peine distinctement, comment avez-vous pu croire? Je ne comprends vraiment pas. »« Quoi, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai, dites ?» Tatiana se tourna vers lui. Son visage, avec ses cheveux ramenés en arrière, effleura presque le visage de Litvinov, et ses yeux, qui n'étaient pas tombés sur lui depuis si longtemps, plongeaient dans les siens. « N'est-ce pas vrai ?» répéta-t-elle. Il ne dit rien, ne laissa pas échapper le moindre son. Il ne pouvait mentir dans ce moment, même s'il avait été certain qu'elle le croirait, et que ce mensonge le sauverait. Il ne pouvait pas même soutenir son regard.
Du reste, Tatiana n'avait plus besoin d'une réponse. Son silence était un aveu, qu'elle lisait aussi dans son regard coupable, fuyant. Elle se rejeta en arrière et laissa tomber le livre. Jusqu'à cet instant, elle avait douté, et Litvinov le comprit. Il vit combien était réellement hideux tout ce qu'il avait fait. Il se précipita à ses genoux. « Tatiana !» s'écria-t-il. « Si tu savais comme il m'est pénible de te voir dans cette situation, combien je souffre de penser que c'est moi. Mon cœur est brisé, je ne me reconnais pas moi-même. En te perdant, je me suis perdue. Et tout est détruit, Tatiana, tout. Pouvais-je prévoir que je te porterais un tel coup, à toi, ma meilleure amie, mon ange gardien? Pouvais-je prévoir que nous nous retrouverions ainsi, que nous passerions une journée comme celle d'hier? » Tatiana voulut se retirer. Il la retint par le pan de sa robe. « Non, écoute-moi encore une minute. Tu vois, je suis à tes genoux, mais je ne suis pas venu implorer ton pardon. Tu ne peux pas, tu ne dois pas me l'accorder. Je suis venu te dire que ton ami est perdu, qu'il roule dans un abîme et ne veut pas t'entraîner avec lui. Me sauver, non. Toi-même tu ne peux me sauver. Je te repousserai. Je suis perdu, Tania, irrévocablement perdu. » Tatiana regarda Litvinov. « Vous êtes perdu ?» dit-elle, comme si elle ne le comprenait pas bien. « Vous êtes perdu ?»« Oui, Tania, je suis perdu. Tout ce qui a précédé, tout ce qui m'est cher, tout ce qui faisait jusqu'à présent ma vie, est perdu pour moi. Tout est détruit, déchiré, et je ne sais ce qui m'attend dans l'avenir. Non, Tatiana, je n'ai pas cessé de t'aimer, mais un autre sentiment terrible, irrésistible, m'a envahi. J'ai résisté autant que j'ai pu. » Tatiana se leva. Ses sourcils se froncèrent, son pâle visage s'assombrit. Litvinov se releva également. « Vous aimez une autre femme, » commença-t-elle, « et je devine qui est cette femme. Nous l'avons rencontrée hier, n'est-il pas vrai? Eh bien, je sais maintenant ce qui me reste à faire. Comme vous avouez vous-même que ce sentiment est irrésistible… » Tatiana fit une pause. Elle espérait peut-être encore que Litvinov ne laisserait pas passer ce dernier mot sans protester, mais il ne dit rien. « Il ne me reste qu'à vous rendre votre parole. » Litvinov courba la tête avec résignation, comme s'il recevait un coup mérité. « Vous avez le droit d'être indigné, » balbutia-t-il. « Vous avez entièrement le droit de m'accuser de bassesse, de trahison. » Tatiana le regarda encore une fois. « Je ne vous accuse pas, Litvinov. Je ne vous condamne pas. Je suis d'accord avec vous. La plus amère vérité est préférable à ce qui s'est passé hier. Quelle vie maintenant serait la nôtre? Quelle vie maintenant sera la mienne? Se dit douloureusement Litvinov. Tatiana s'approchait de la porte de la chambre à coucher. « Je vous prie de me laisser seule un moment, Grégoire Mikhaïlitch. Nous nous verrons encore, nous causerons encore. Tout cela a été si inattendu, il me faut prendre des forces. Laissez-moi, ménagez ma fierté, nous nous reverrons. » Disant ces mots, Tatiana se retira rapidement et ferma derrière elle la porte à clef. Tout étourdi, Litvinov sortit dans la rue. Quelque chose de sombre et de lourd s'était enraciné au plus profond de son cœur. L'homme qui vient d'en égorger un autre doit éprouver une pareille sensation. Dans le même temps, il se sentait plus léger, comme s'il s'était enfin débarrassé d'un fardeau insupportable. La générosité de Tatiana l'avait anéanti. Il sentait vivement tout ce qu'il perdait, et pourtant le dépit se mêlait au remords. Il était attiré vers Irène comme vers l'unique refuge qui lui restait, et il s'irritait contre elle.
Depuis quelque temps, et chaque jour davantage, les sentiments de Litvinov devenaient plus complexes et plus enchevêtrés. Cette confusion le torturait, l'aigrissait. Il s'égarait dans ce chaos. Il n'était plus avide que d'une chose, suivre une route, quelle qu'elle fût, pourvu qu'il ne continuât pas à tourner dans ces affreuses ténèbres. Les hommes positifs comme Litvinov ne devraient jamais s'abandonner à la passion. Elle détruit le sens même de leur vie. Mais la nature ne se plie pas à la logique, à notre logique humaine. Elle a la sienne, que nous ne comprenons pas, que nous ne reconnaissons pas, jusqu'à ce qu'elle nous écrase. Après avoir quitté Tatiana, Litvinov n'eut qu'une pensée, voir Irène. Il alla chez elle, mais le général était à la maison. C'est du moins ce que lui dit le Suisse. Il ne voulut pas entrer. Il ne se sentait pas en état de feindre, et alla flâner à la Conversation House. Vorochilov et Pitchalkin firent les frais de l'impossibilité où était Litvinov de se contenir ce jour-là. Il ne cacha pas à l'un qu'il était vide comme un grelot, à l'autre qu'il était ennuyeux comme la pluie. Fort heureusement, Bendasso ne lui tomba pas sous la main, car il serait certainement advenu un grosser scandale. Les deux messieurs n'en revenaient pas. Vorochilov alla jusqu'à se demander si l'honneur militaire n'exigeait pas réparation. Mais, comme l'officier de Gogol, il se tranquillisa au café, en se bourrant de tartines. Litvinov vit de loin Capitoline Markovna, courant de boutique en boutique dans sa mantille bigarrée. Il eut honte de l'affliction qu'il allait causer à cette ridicule mais excellente vieille femme. Puis il se souvint de Potouguine, de sa conversation de la veille. Tout à coup, quelque chose d'impalpable et d'intense le toucha. Une bourrasque nocturne n'aurait pas été plus insaisissable. Litvinov sentit cependant tout de suite que c'était Irène qui approchait. En effet, elle apparut à quelques pas de lui, donnant le bras à une autre dame. Leurs yeux se rencontrèrent aussitôt. Irène remarqua probablement quelque chose de bizarre dans l'expression du visage de Litvinov. Elle s'arrêta devant la boutique d'un marchand de ces petites horloges de la forêt noire, l'appela d'un signe de tête, et lui montrant une des horloges, comme pour lui faire admirer son cadran colorié surmonté d'un coucou, elle lui dit de sa voix ordinaire, semblant achever une phrase commencée, « Venez dans 1 heure, je serai seule. » Au même moment, accourait auprès d'elle monsieur Verdier, le chéri de ces dames. Il tomba en extase devant la couleur feuille morte de sa robe, devant le petit chapeau espagnol qui lui arrivait aux sourcils. Litvinov disparut dans la foule. Chapitre 21. Grégoire, lui disait Irène 2 heures plus tard, qu'as-tu? Dis-le-moi vite, pendant que nous sommes seuls. Je n'ai rien, répondit Litvinov. Je suis heureux et voilà tout. Irène baissa les yeux, sourit, soupira. Ce n'est pas une réponse. Litvinov devint pensif. Eh bien, sache, puisque tu l'exiges absolument. Les yeux d'Irène s'agrandirent, son corps s'effaça légèrement en arrière. Que j'ai tout dit aujourd'hui à ma fiancée. Comment? Tout? Tu m'as nommé? Litvinov eut un sursaut. Irène, comment une telle pensée a-t-elle pu te traverser l'esprit? Que je... Pardonne-moi, pardonne-moi. Qu'as-tu donc dit? Je lui ai dit que je ne l'aimais plus. Elle t'en a demandé la raison? Je ne lui ai pas caché que j'aimais une autre femme et que nous devions nous séparer. Eh bien, y a-t-elle consenti? Ah, Irène, quelle jeune fille, quelle abnégation, quelle noblesse! Je le crois, je le crois. Du reste, elle n'avait pas d'autre conduite à tenir. Pas un seul reproche, pas un seul mot d'amertume à l'homme qui a brisé sa vie, qui l'a trompée,
qui la délaisse sans pitié. Irène examinait attentivement ses ongles. « Dis-moi, Grégoire, elle t'aimait ?» ?»« Oui, Irène, elle m'aimait. » Irène se tut, arrangea sa robe. « J'avoue, reprit-elle, ne pas comprendre parfaitement pourquoi tu as tenu à t'expliquer avec elle. »« Comment? Pourquoi, Irène? Aurais-tu voulu que je mente, que je feigne devant cette âme si pure? Ou bien supposais-tu... » ?»« Je ne suppose rien, interrompit Irène. « J'avoue que j'ai peu songé à elle. Je ne sais pas penser à deux êtres à la fois. »« Tu veux dire... » ?»« Elle part, cette âme si pure, interrompit de nouveau Irène. « Je n'en sais rien, répondit Litvinov. Je dois encore la voir, mais elle ne restera pas. »« Ah, bon voyage !»« Non, elle ne restera pas. D'ailleurs, je ne pense pas à elle, moi non plus. Je songe à ce que tu m'as dit, à ce que tu m'as promis. » Irène le regarda du coin de l'œil. « Ingrat, n'es-tu encore pas content? »« Non, Irène, je ne suis pas content, et tu me comprends. C'est-à-dire, je... » « Oui, tu me comprends. Souviens-toi de ce que tu m'as dit, de ce que tu m'as écrit. Je ne puis pas partager avec un autre. Je ne puis consentir à jouer le rôle pitoyable d'un amant secret. Ce n'est pas seulement ma vie, mais la vie d'une autre que j'ai jetée à tes pieds. J'ai renoncé à tout, j'ai tout réduit en poussière, sans retour ni regret. Mais en revanche, je crois, je suis fermement convaincu que tu tiendras ta promesse, que tu uniras ton sort au mien. Tu veux que je m'enfuie avec toi? Je suis prête. » Litvinov, éperdu, embrassa les mains d'Irène. « Je suis prête, je ne me dédie pas. Mais as-tu songé aux obstacles? As-tu avisé aux moyens? » ?»« Moi, je n'ai encore songé à rien, je n'ai rien préparé, mais dis seulement un mot, permets-moi d'agir, et un mois ne sera pas écoulé. »« Un mois? Nous partons dans 15 jours pour l'Italie. » « 15 jours me suffisent. Oh, Irène, tu as l'air d'accueillir froidement ma proposition. Elle te semble peut-être une chimère? Je ne suis cependant plus un enfant, et n'ai pas l'habitude de me bercer de rêves. Je sais combien cette décision te fait peur. Je me rends compte de la responsabilité que je prends, mais je ne vois pas d'autre issue. Réfléchis enfin que je suis obligé de rompre tous mes liens avec le passé, pour ne pas être pris pour un méprisable menteur par cette jeune fille que je t'ai sacrifiée. » Irène se redressa tout à coup et ses yeux s'enflammèrent. « Excusez-moi, Grégoire Mikhaïlitch, si je me décide, si je m'enfuis, je m'enfuirai avec un homme qui fera cela pour moi, et non pour éviter de perdre l'estime d'une demoiselle flegmatique qui n'a dans les veines que de l'eau et du lait. J'avoue que c'est la première fois qu'on me donne à entendre que l'homme que j'ai choisi est digne de pitié, qu'il joue un rôle pitoyable. Je connais un rôle plus pitoyable encore. C'est celui de l'homme qui ne sait pas lui-même ce qui se passe dans son cœur. » Litvinov se releva à son tour. « Irène, » voulut-il dire. Mais elle porta la main à son front, et, se jetant brusquement au cou de Litvinov, elle l'étreignit avec une force qui n'était pas celle d'une femme. « Pardonne-moi, » dit-elle d'une voix suffoquée. « Pardonne-moi, Grégoire. Tu vois comme je suis gâtée, mauvaise, jalouse, méchante. Tu vois comme j'ai besoin de ton secours, de ton indulgence. Oui, sauve-moi, tire-moi de ce gouffre avant que j'y sois complètement engloutie. Oui, fuyons ces hommes et ce monde. Allons dans quelque beau pays, lointain, libre. Là, peut-être ton Irène sera plus digne de toi, plus digne des sacrifices que tu as faits. Ne te fâche pas, pardonne-moi, et sache que je ferai tout ce que tu ordonneras, que j'irai partout où tu me conduiras. » Irène ne lâchait pas Litvinov. Elle se pressait toujours plus fort contre lui, de son corps jeune et souple. Il se pencha sur sa chevelure défaite, parfumée. Au comble de la reconnaissance, il osait à peine la caresser de ses mains ou l'approcher de ses lèvres.
Irène, Irène, répétait-il. Elle releva tout à coup la tête, tendit l'oreille. C'est le pas de mon mari. Il est entré dans sa chambre, murmura-t-elle. Et s'écartant avec vivacité, elle s'assit sur une chaise. Litvinov voulut se lever. Où vas-tu? Continua-t-elle à mi-voix. Reste, il te soupçonne déjà. À moins que tu n'aies peur de lui. Elle ne détachait pas les yeux de la porte. Oui, c'est lui. Il va entrer à l'instant. Raconte-moi quelque chose. Parle-moi. Litvinov ne put promptement se remettre et rester silencieux. N'irez-vous pas demain au théâtre? Reprit-elle à haute voix. On donne le verre d'eau, une pièce démodée où la Plessis grimace horriblement. Nous sommes dans une sorte de fièvre, ajouta-t-elle en baissant la voix. Cela ne saurait durer ainsi, mais il nous faut bien réfléchir à tout. Je dois t'avertir que mon argent est placé chez lui, mais j'ai mes bijoux. Nous irons en Espagne, veux-tu? Elle haussa de nouveau la voix. Pourquoi toutes ces actrices engraissent-elles? Même Madeleine Brohan. Parle donc, ne reste pas ainsi muet. La tête me tourne, mais tu ne dois pas douter de moi. Je te ferai savoir où tu pourras me retrouver demain. Seulement, tu as bien inutilement dit à cette demoiselle. Ah, mais c'est charmant! S'écria-t-elle tout à coup. Et se mettant à rire nerveusement, elle déchira la dentelle de son mouchoir. Peut-on entrer? Demanda Ratmirov de l'autre pièce. On peut, on peut. La porte s'ouvrit et le général parut. À la vue de Litvinov, son front se plissa. Cependant, il le salua, c'est-à-dire qu'il inclina la partie supérieure de son corps. « Je ne savais pas que vous aviez de la visite, dit-il. Je vous demande pardon de mon indiscrétion. Baden vous amuse toujours, monsieur Litvinov? » Ratmirov prononçait toujours avec hésitation le nom de Litvinov. Il se donnait l'air de l'avoir oublié et de craindre de se tromper. Il s'imaginait ainsi le blesser, de même que par les saluts exagérés qu'il lui adressait quand il le rencontrait. « Je ne m'ennuie pas ici, monsieur le général. »« Vraiment? Pour moi, Baden me sort par les yeux. Nous allons bientôt en partir, n'est-ce pas, Irène Pavlovna? Assez de Baden comme ça. Du reste, vous m'avez porté chance. J'ai gagné 500 francs aujourd'hui. » Irène tendit coquettement la main. « Où sont-ils donc? Donnez-les-moi pour mes épingles. »« Plus tard, plus tard. Vous vous en allez déjà, monsieur Litvinov? »« Oui, je m'en vais, comme vous voyez. » Ratmirov le salua à nouveau d'une courbette. « Au plaisir de vous revoir. »« Adieu, Grégoire Mikhaïlitch, » dit Irène. « Je tiendrai ma promesse. »« Quelle promesse? Peut-on savoir? » demanda le mari. Irène sourit. « Non, c'est une bagatelle. Entre nous. C'est à propos du voyage où il vous plaira. Tu sais bien, le livre de Stahl. »« Comment donc, je sais. Il y a de charmantes vignettes. » Les relations des deux époux étaient au beau fixe. Ratmirov tutoyait sa femme.